Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la 4e étape de Paris-Nice. On aura beaucoup de choses à dire encore en termes d'organisation. On parlera des tops, des flops, des bonnets d'âne, comme d'habitude, du côté de cette journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, ce que vous avez pensé de cette neutralisation. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez, ça se passe dans les commentaires, vous pouvez également rajouter la petite cloche, cliquer rapidement sur les notifications, sur les miniatures, dès la mise en ligne des vidéos. On commence tout de suite avec la vidéo du jour sur cette journée rocambolesque, ça sera le bon terme je pense, du côté de Paris-Nice. Oui, avec une neutralisation en cours d'étape qui aura eu des conséquences forcément et qui aura peut-être des conséquences sur les prochains jours. Des conditions typiques de Paris-Nice, j'ai envie de dire, un temps qui passe du soleil à la pluie, à la grêle, c'est souvent ce qu'on rencontre quand même sur certaines étapes de Paris-Nice. Et une journée qui aura été marquée par quelques surprises quand même dans le final. Un Vingegaard qui n'est pas gagnant, ça arrive pas si souvent que ça. Et une journée qui aura été vraiment dure pour les coureurs parce que vraiment les conditions climatiques se sont vraiment bien dégradées au fur et à mesure de la journée. Du côté de Tirreno, les conditions n'ont pas été bonnes pendant 240 km aussi. Et là, c'était vraiment pas la journée pour les cyclistes. Ça m'a rappelé par exemple les images qu'on avait vues l'an dernier de la Flèche Wallonne avec des conditions climatiques qui avaient été extrêmement compliquées sur la course belge. Bon, on commence avec le résumé de cette étape. Une étape marquée en début de journée, pardon, je vais y arriver et éviter de faire des répétitions. Avec beaucoup d'attaques, beaucoup de coureurs voulaient prendre la bonne échappée. Et pendant une vingtaine de kilomètres, les attaques ont été incessantes. Et puis à 148 km de l'arrivée, c'est la bonne échappée qui partait. Avec notamment Ben Swift, Thibaut Guernalec, on avait également Vincenzo Albanese, Andreas Leknesund, on avait Sylvain Moniquet, Diane Smith, et également Thomas Gachignard et Edouard Plancart. Derrière, vous aviez la Visma qui roule. Il y avait des côtes au programme sur cette journée. La première, passée en tête par Thomas Gachignard. Thomas Gachignard qui a fait une grande journée à l'avant du peloton parce que je ne vais pas en parler plus tard, donc je peux en parler maintenant. Thomas Gachignard en forme en ce moment, qui a vraiment été performant vu qu'il va passer en tête de beaucoup de côtes dans la journée, notamment la première. Il va passer également en tête de la deuxième. À 97 km de l'arrivée, l'écart de 3 minutes. Il se stabilise à 3,20 à 81 km de l'arrivée. Bon, à ce moment-là, on sait que la journée va être difficile, mais pour le moment, on a plutôt de la pluie qui n'est pas encore très intense. La pluie redouble un petit peu et à 60 km de l'arrivée, chute de Santiago Buitrago, abandon pour le coureur colombien. Grosso modo, la tête a tapé et au niveau du protocole commotion, ça ne passait pas. Il y a dû avoir quand même des petites évolutions au niveau du protocole commotion parce qu'avant, on laissait un peu repartir les coureurs. C'était un peu à la tête du client. Là, on a vu assez vite quand même les médecins de la course arriver et le protocole ne passait pas, je pense, du côté de Buitrago. Et puis donc, à 46 km de l'arrivée, l'écart de 2 minutes 11. Et juste après, la course est neutralisée, pas à la demande des coureurs, pas à la demande des équipes, mais c'est ASO qui décide de neutraliser pendant une grosse quinzaine de kilomètres où ça va être neutralisé et ça va être un gros foutoir. Ensuite, la course est relancée vers 25 km de l'arrivée. C'est Leknesund qui attaque en premier, mais il sera ensuite rattrapé par ses petits camarades d'échappée. Le dernier coureur repris, ça sera Tobias Foss. Qui n'était pas dans l'échappée matinale mais qui avait rejoint ses deux compères de la Ineos. Et puis à la fin, on aura
un peloton groupé, on va dire, avant la loge des gardes, enfin avant les derniers gros lacets de la loge des gardes. Première attaque de Vingegaard, suivi par notamment Lenny Martinez, mais Vingegaard va en remettre encore une couche, et là Lenny Martinez aura du mal à suivre. En ce moment-là, on se dit, bon, bah, c'est fini, hein, Vingegaard va aller au bout. Et, sauf que derrière, vous avez Almeida, et Almeida, le moteur diesel, et bah, va réussir à revenir sur Vingegaard sur la toute fin et s'imposer aujourd'hui en battant le coureur danois. Alors cette neutralisation, elle va faire polémique encore, cette neutralisation. Il faut bien préciser que c'est encore une fois ASO qui a décidé de faire la neutralisation. Est-ce que c'était à cause du protocole? Parce que normalement maintenant il y a un protocole mauvais temps. Je crois pas que ça soit dans le protocole mauvais temps. Je crois que le protocole mauvais temps est assez flou, hein, pour tout vous dire. Mais là, très clairement, la neutralisation, c'était une bonne idée, mais ça a été très très mal exécuté. La neutralisation, c'était une bonne idée, oui. Avant une descente, quand les conditions sont humides comme ça et que les coureurs ne sont pas équipés, on voit très régulièrement des coureurs essayer de mettre leur kawaii, ne pas y arriver, avec les manches qui peuvent tomber dans les rayons de la roue arrière, au niveau du dérailleur, et ça peut être une catastrophe, et les mecs peuvent se péter la gueule vraiment sévèrement et entraîner du monde dans leur chute, parce qu'ils n'ont pas réussi à mettre un kawaii en marche. Donc, neutraliser pendant 5-10 minutes pour que les coureurs puissent s'équiper, moi je dis ok, d'accord. Je dis que ça ne me pose pas de problème. Ensuite, la descente semblait sur une portion glissante. Oui, on neutralise, ok. On a vu la voiture de la Décathlon bien amochée, un motard de la garde républicaine qui est tombé. Donc est-ce que la raison même de cette neutralisation, c'est la chute du motard de la garde républicaine, ou est-ce que la chute est arrivée après? Est-ce que c'est la voiture de la Décathlon qui bloquait le passage? Pour l'instant, on n'a pas d'informations là-dessus. Mais le problème, c'est qu'il fallait cadrer tout de suite cette neutralisation. Là, le problème, c'est que pour moi, la neutralisation, la course est arrêtée. C'est-à-dire qu'on n'avançait plus dans un premier temps pour s'équiper. Et ensuite, on repartait. Là, ce qui a été fait, c'est que, en gros, on a continué à avancer, sauf qu'il y avait des coureurs qui ne savaient pas que ça continuait à avancer, donc qui rebroussaient chemin, grosso modo, pour récupérer des impairs, des kawaii, des gants, alors qu'il y avait une partie du peloton qui continuait à avancer, et vous aviez les échappés qui s'étaient arrêtés, mais qui étaient repartis aussi. Donc on avait un peloton qui était cassé en 2 ou en 3. Donc ce qui fait que ça faisait un bordel monstre. En plus, on aurait pu attendre de passer devant les soigneurs pour faire cette neutralisation. Comme ça aurait été encore plus rapide. Et là, non, ça a été un bordel monumental. Alors il y a quand même des bonnes choses. Je dirais l'intervention de Talabardon devant les caméras. Ça, c'est une bonne chose devant la moto-son. Par contre, le problème, c'est que ça arrive que sur la fin. Pendant 25 minutes, 30 minutes, voire même plus, parce que Laurent Jalabert a dit que ça a pris 1 heure. Moi, je n'ai pas vérifié le temps que ça a pris. Mais pendant 25 minutes, on ne savait pas ce qui se passait. On ne savait pas vraiment ce qui allait se passer pendant 25 minutes. Je trouve que ce temps-là de manque d'information a été beaucoup trop long. Je pense que ce qu'il aurait fallu faire, des fois il faut s'inspirer de sport, je pense qu'on aurait pu s'inspirer de la Formule 1 et des sports mécaniques. Sur plusieurs choses. Quand vous avez une situation de drapeau rouge, par exemple en Formule 1, on vous dit, bon, prochaine estimation, prochaines informations dans 10 minutes, dans un quart d'heure. Alors on aurait pu nous mettre un message comme ça sur l'écran, de nous dire, on neutralise, prochaine information à redémarrage à 16h15, et puis on redécale si on ne peut pas repartir. Ça permet d'avoir déjà des petites informations. Mais moi, ce que j'aurais fait, si j'avais été directeur de course, politique fiction, moi ce que j'aurais fait, j'aurais dit d'accord, on s'arrête, là je considère que c'est un peu trop dangereux, vous arrêtez pour vous équiper. Ok, donc on s'arrête pour s'équiper. Je leur dis, vous avez 10 minutes. 5 ou 10 minutes. Allez, on va dire 10 minutes. C'est-à-dire qu'il est 16h10, à 16h20, on redémarre. Si vous n'êtes pas encore équipé, c'est pas mon problème. C'est à vous de vous débrouiller. Vous avez 10 minutes pour vous équiper. Voilà, je pense que 10 minutes, ça laissait suffisamment de temps. On repartait à 16h10. On passait les derniers lacets de la descente qui étaient un petit peu techniques.
Et puis on faisait 2-3 km sur le plat pour se réchauffer un petit peu. Voilà, on va rouler à 35-40 km/h en essayant de conserver l'écart de 2 minutes entre les deux groupes à peu près à ce moment-là, mais en se réchauffant. Et puis ensuite, on relance la course pleine balle. Là, on a quand même vu pendant 5-6 km, la remise en route pour certains coureurs a été compliquée. Martinez, Vingegaard, Guillaume Martin, à des moments se retrouvent à deux doigts d'être lâchés. Parce que on a quand même de la chance, c'est qu'on n'est pas un sport où on est sujet au claquage. Mais là, la manière dont on les a fait repartir, c'était un peu le bordel quand même. Donc moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais dit, ok, vous avez 10 minutes pour vous habiller. Voilà, vous avez 10 minutes, on fait une pause, 10 minutes. Vous vous démerdez, 10 minutes, après, on repart. Si vous n'êtes pas dans le peloton, c'est pas mon problème. Nous, on repart. Et ensuite, eh bien, on fait 3-4 km de réchauffement et voilà, on se débrouille comme ça. Mais ce qui, je pense, aurait pris beaucoup moins de temps et aurait moins refroidi les coureurs en plus. Parce que là, on s'est retrouvé à l'arrêt pendant... Moi, je me suis vraiment dit, à un moment, ça repartait pas. Hein. Parce que je me suis dit, quand ça discutait avec Matteo Trentin, je me suis dit, ouais, bah là, c'est mal embarqué. Il semblerait que... voilà, il y a peu de coureurs qui gueulaient. Mais ça a été quand même un peu mal effectué. Et je trouve que ça a été un sacré bordel, quand même, cette neutralisation. Et moi, j'aurais fait différemment. Voilà. Et puis, j'aurais donné... des informations sur Radio Tour, quoi. Là, pendant 25 minutes, on n'avait pas d'infos. Moi, j'étais derrière l'écran, je regardais à la fois Tirreno, ce qui fait que j'ai pas été hyper concentré sur Tirreno sur la fin. Je m'en excuse même pour le résumé de Tirreno, qui va être un peu bâclé sur la fin, mais j'essayais de voir ce qui allait se passer, quoi. Et c'était un peu le bordel, hein, très clairement. Et je trouve que les coureurs ont été plutôt calmes. Je pense que si ça avait été RCS à la place de ASO, il y aurait eu plus de gueulantes, je pense. Mais ça a été, l'idée était bonne, mais mal réalisée, mal effectuée. Donc à revoir. Voilà, ça sera ça l'idée du jour, c'est à revoir du côté d'ASO parce que ouais, là ça a été super mal anticipé, super mal effectué. Ça aurait pas dû durer 1 heure. En gros, si Jalabert a raison que ça a duré 1 heure, ça aurait pas dû durer 1 heure, ça aurait dû durer un quart d'heure, 20 minutes. Voilà, et on repartait. Il n'y avait pas de blessés, donc il n'y avait pas de problème d'ambulance. Enfin, il n'y avait pas de blessés du côté des coureurs parce que c'est vrai que la bagnole les airbags se sont quand même bien déclenchés sur la bagnole de la Décathlon. Je sais pas quel est le bilan du côté de la Décathlon, mais ouais, il y a peut-être un blessé dans la voiture de la Décathlon. Mais ouais, j'aurais fait comme ça, c'est-à-dire qu'on voyait que la descente était peut-être un peu glissante. Bon, on neutralisait et encore, Thomas Voeckler disait que ça passait. Mais bon, il y avait 2 voitures dans le fossé, donc c'était problématique entre la moto qui était dans le fossé et l'autre voiture, parce que la voiture empiétait sur la route, donc ça c'était un vrai problème. Et l'autre moto, si vous avez un coureur qui tombe au même endroit et qui frappe la moto violemment, c'est pas top non plus. Donc ça peut entraîner des blessures. Donc ok, je dis, bon, là on voit qu'il y a 2 véhicules qui sont arrêtés, ok, on neutralise cette portion-là, mais ensuite on repart pas à froid. Là, le vrai problème, ça a été de repartir à froid. Il y a beaucoup de coureurs qui ont souffert. Là, j'aurais refait une sorte de réchauffement, voilà. Quand dans le foot, on a une sorte de neutralisation comme ça dans un match, quand il y a des lancers de fumigène, on réchauffe pendant 5 minutes. Hein. Donc moi, j'aurais décidé de refaire 3-4 km. De toute manière, on en avait déjà perdu 15. Donc en perdre 3 ou 4 de plus, c'était pas un problème pour réchauffer les coureurs. Voilà, tout simplement. Parce que là, on est parti à froid. Je peux te dire que regarde les coureurs comment ils claquaient les dents, c'était dur à voir même, hein, parce que tu voyais que les mecs souffraient énormément. Bon, allez, après ce point neutralisation, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec Joan Almeida. Ouais, là, battre Vingegaard, c'est pas mal sur le CV, hein, du côté d'Almeida, c'est vraiment pas mal du tout. Et pourtant, pas aidé par McNulty, hein, parce que c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, quand il demande le relais à McNulty, je me suis dit, est-ce que c'est McNulty qui va attaquer? Est-ce que c'est McNulty qui va le relayer? Bon, au final, il a quasiment pas relayé. Je me suis dit, ils vont encore se tirer dans les pattes, comme depuis le début de saison, dès qu'il n'y a pas Pogacar, ça a tendance quand même très régulièrement à se tirer dans les pattes. Mais ouais, Almeida très costaud aujourd'hui. Dans son style caractéristique, moi j'avais peur que ça soit un peu court, hein, je vous avais dit. Alors c'est vrai que moi la fois où j'avais découvert Almeida, c'était à Burgos. Je crois que c'était au lac de Covadonga. C'est une montée aussi qui fait 7-8 km.
Donc c'est pas forcément des montées très longues, mais il a besoin d'avoir une mise en route, Almeida. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément hyper efficace au début. Peut-être que là, le fait d'avoir ce départ à froid et ce redémarrage qui a été compliqué pour certains coureurs, ça l'a peut-être aidé aussi. C'est-à-dire que le fait que ça redémarre difficilement pour Vingegaard, pour Martinez, par exemple, pour certains coureurs qui ont eu du mal à remettre la machine en route, donc ça a rendu peut-être la course plus compliquée. Et à partir de ce moment-là, Almeida s'en est peut-être mieux tiré sur la montée finale. Mais bon, chapeau, Jean Almeida. Puis surtout, là, sur la fin, il revient fort. Hein. Non, c'est vraiment très intéressant pour le coureur de la UAE. Après, dommage que la UAE ait perdu tant de temps sur le contre-la-montre par équipe. Parce que si samedi, on n'a pas l'arrivée au sommet et ça semble mal embarqué samedi qu'on ait une étape complète parce que il y a des grosses averses de neige qui sont attendues. Donc il semblerait que ça soit pas praticable à l'arrivée, voilà, qu'on puisse pas faire l'arrivée qui a été prévue. En même temps, 1600 mètres d'altitude en mars, c'est toujours une prise de risque. Hein. Il y a une époque où Paris-Nice, on dépassait pas les 1000 mètres d'altitude, les 1200 mètres d'altitude, hein, parce qu'on savait qu'en mars c'était compliqué. Je sais bien qu'il y a le réchauffement climatique, on le voit du côté du biathlon, mais 1600 mètres d'altitude, c'est une prise de risque quand même au mois de mars, et on verra si l'étape pourra avoir lieu, mais pour l'instant, ça semble mal embarqué. Et du côté d'Almeida, ça veut dire qu'il faudrait refaire son retard dimanche, parce que demain, c'est pas forcément un exercice qui lui convient à Jean Almeida. Ouais, les 40 secondes, ils risquent de coûter extrêmement cher au final aux coureurs portugais. Et dommage, voilà, cette perte de temps, mais aujourd'hui, très impressionnant, très costaud João Almeida. Et non, battre Vingegaard, alors certes, Vingegaard n'est pas encore à 100%, mais il était quand même mieux que sur le Tour de l'Algarve. Réussir à le battre dans ces conditions-là, ouais, faut être sacrément costaud. Donc bravo au coureur portugais. Deuxième, Lenny Martinez. Lenny Martinez, parce que faut répondre à l'attaque de Vingegaard. Hein. La première attaque de Vingegaard, il répond parfaitement, alors que pourtant il avait déjà fait une première attaque auparavant. Tout de suite dans les roues, ouais, aucun problème, ok. Deuxième attaque de Vingegaard, il tient quand même pendant encore 30, 40, 50 mètres. Bon, ensuite il craque, mais il arrive à tenir. Il explose pas complètement, Martinez, dans le final. Parce que ça aurait pu être le cas, mais il explose pas du tout. Hein. Il fait quand même 4 aujourd'hui de l'étape. C'est une bonne nouvelle parce qu'avec Buitrago absent, maintenant on va tout mettre sur Lenny Martinez. Et oui, la journée qu'il a réalisée, c'est une journée de champion. Et c'est une journée de mec qui a envie de progresser dans la hiérarchie mondiale. C'est pas une journée petit bras qui nous a fait Martinez. C'est vrai que moi, ce que je reprochais aussi à Martinez, c'est que c'était un coureur qui suivait beaucoup, qui n'attaquait pas. Là, aujourd'hui, il a été offensif. Il a été vraiment beaucoup plus offensif que d'habitude. Là, il m'a plu. Il m'a plu, Martinez, aujourd'hui. Vraiment, là, je me suis dit, ah ouais, là, c'est du costaud, c'est du solide, hein, ce qu'il est en train de faire. Et là, face à une opposition, il y a quand même Lipovic, il y a quand même Jorgensen, Arensman, Terrada, Van Wilder, Storer. Il y avait quand même du beau monde, hein. Non, c'est pas mal ce qu'il a réalisé aujourd'hui, Martinez, et ils ont bien rectifié le tir chez Bahreïn, parce que je pense que quand ils ont perdu Buitrago, ça a mis un gros coup au moral, et il a bien réussi également à rectifier le tir, parce que Martinez, petit gabarit, donc forcément dans les conditions froides, c'est pas évident, hein, quand il n'y a pas beaucoup de gras autour des muscles, c'est pas facile de rester au chaud, et par rapport à Pedersen, où en plus on sait que Pedersen aime bien ces conditions-là. Et là, c'est vrai que non, Martinez a été très solide aujourd'hui. Il peut être très content de sa course. Moi, j'attends de voir ce que ça va donner demain. Je pense que demain, il y a une grosse possibilité pour qu'il fasse de bonnes choses. Et puis, samedi, on ne sait pas. Et dimanche, dans ces conditions-là, en espérant qu'il ne soit pas tombé malade. Hein, parce que c'est vrai que les coureurs à l'arrêt pendant 25 minutes ou au ralenti pendant plus de 25 minutes, ouais, on risque d'avoir des coureurs malades dans les prochains jours, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui étaient dans un état d'hypothermie.
avancer. Et ça, c'est pas l'idéal. Enfin, c'est l'idéal pour les virus. C'est pas l'idéal pour rester nickel au niveau du corps humain. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas trop de soucis de ce côté-là. Mais on verra comment ça se passera dans les prochains jours. Et puis je termine bien entendu avec la Visma Lease the Bike. Bon, certes, on perd un peu de temps sur Almeida, mais ça va. Jorgensen, il est encore costaud. Bon, en gros, ça reste une bonne journée. À part Almeida qui est devant, bon, bah, à la fois Vingegaard et Jorgensen restent en tête du côté du classement du maillot jaune. Pourtant, encore une fois, hein, Vingegaard était vraiment pas bien dans la montée précédente. La loge des gardes, on sent qu'il a du mal à remettre la machine en route, c'est très très compliqué pour lui. Mais ça reste Vingegaard, c'est-à-dire qu'une fois que les jambes sont chaudes, une fois qu'il a retrouvé son bon rythme de pédalage, c'est vraiment pas mal. Alors la déception pour Vingegaard, c'est que tu te dis, si il y a un moment, il y a un coureur qui attaque, il décide de ne pas relayer, bah Martinez il ne l'a pas relayé, tu te dis, s'il relaye à ce moment-là, au lieu d'essayer de miner Martinez, est-ce que ça peut pas aller plus loin, plus haut, et est-ce qu'il se fait pas battre par Almeida s'il collabore à ce moment-là? C'est toujours un peu le problème de Vingegaard, c'est que il joue souvent petit bras quand même, hein, Vingegaard, c'est-à-dire que c'est le mec le plus pragmatique du monde. C'est du cyclisme pragmatique. Je fais pas l'effort en trop. Bah oui, mais des fois, c'est intéressant de faire un effort supplémentaire. Et là, par exemple, ça aurait été très intéressant de faire un effort en plus parce que en gros du côté de Vingegaard, je pense que ça a été une erreur de sa part. Donc ouais, dommage du côté de Jonas Vingegaard parce que là je pense que s'il relaie ça peut être intéressant, mais après bon, le reste de l'étape est plutôt pas mal. Jorgensen, en restant à l'abri, il n'a pas fait l'effort en trop. Il s'est plutôt bien débrouillé aujourd'hui hein, parce qu'il fait une journée un peu à l'économie d'énergie, je dirais. Tu sens que dans le final c'est compliqué, mais il s'est quand même plutôt bien économisé. Et puis après, du côté de Jorgensen, on reste à 5 secondes de Vingegaard. Alors certes, on n'est pas maillot jaune, on n'est plus maillot jaune, mais bon, on n'est toujours pas très loin. Et demain, s'il y a l'opportunité, il saisira l'opportunité, Jorgensen. Hein. Demain, c'est peut-être un terrain qui peut vraiment bien lui convenir, donc il faudra se méfier quand même de l'américain. Mais pour le moment, on a l'impression quand même que chez Visma, on arrive à très bien gérer les deux égos, qu'il n'y a pas trop de soucis. Entre les deux coureurs. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle par rapport à UAE qui sur certaines courses a eu du mal, j'ai l'impression, à gérer les égos entre les leaders. Là pour le moment, Jorgensen il essaye pas de fracasser Vingegaard, et Vingegaard, si Jorgensen avait attaqué, je pense qu'il n'aurait pas suivi. Donc j'ai envie de dire que de ce côté là c'est plutôt pas mal du côté de la formation néerlandaise. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. On finit avec les bonnets d'âne du jour. Petit bonnet d'âne pour moi, c'est gérer les petits jeunes de la Movistar, Ivan Romeo et Pablo Castrillo. J'ai oublié de revérifier ça, mais je suis quasiment sûr qu'elle a dit une connerie dans l'idée. Ivan Romeo, pour moi, c'est pas un petit gabarit, Ivan Romeo. Hein. Alors, soit c'était. Oui, parce qu'il fait un 93. Alors, soit c'était de l'ironie, mais alors j'ai pas senti totalement l'ironie dans la voix de j'ai oublié son nom du côté de France Télé mais j'ai trouvé que Marion Rousse, voilà. Mais c'est vrai que je m'attendais à un peu mieux de Castrillo et de Ivan Romeo. Ivan Romeo, il est lâché quand même assez loin de l'arrivée. Il finit, je crois, à 28 secondes ou quelque chose comme ça, Ivan Romeo. Non, même 1,07. Je me souviens, il a fini assez loin parce qu'il finit juste devant Will Barta, et Pablo Castrillo, il se prend quand même 28 secondes aujourd'hui. Donc derrière Van Wilder, au niveau de Storer et Tobias Foss, qui a fait une belle journée, dis donc, en passant Tobias Foss. Mais ouais, un peu déçu par la course des deux, parce que c'est vrai qu'ils sont quand même sur un beau rythme depuis le début de saison, et ils enchaînent quand même plutôt les très très bons résultats. On les avait eu notamment autour de la communauté de Valence. Après, la tête qui a été problématique, c'est la pluie, c'est le mauvais temps. Peut-être, là on était quand même sur des conditions qui étaient extrêmement fraîches, et peut-être qu'ils n'ont pas réussi à s'adapter à ces conditions-là, et que la relance a fait beaucoup de mal, parce que ça reste des jeunes coureurs. Hein. Castrillo il a 24, Romeo il a 22. Donc peut-être que l'heure de pause également, ils ont eu plus de mal à la gérer que des coureurs qui ont peut-être un peu plus l'expérience
dans ce type de situation. Mais c'est vrai que je m'attendais à mieux, voilà, du côté des coureurs de la Movistar. Surtout que quand j'ai vu Ivan Garcia Cortina rouler, je me suis dit ah tiens il y a peut-être eu un message comme quoi les deux étaient plutôt pas mal et avaient des bonnes jambes. Ouais, sur la fin ça a été plus compliqué, voilà, pour les deux coureurs espagnols, donc on verra comment ça se passera demain. Et parce que le Castillo demain ça peut être intéressant pour lui, et puis samedi dimanche hein, bien entendu le week-end où là il y aura encore des opportunités, que ça soit pour les coureurs qui veulent jouer le général, mais aussi les coureurs qui auraient perdu du temps. Deuxième coureur flop, Ben O'Connor. Ah, là aujourd'hui ça a été une mauvaise journée pour Ben O'Connor, qui lui a pas géré hein, du tout la situation de froid. Ben O'Connor aujourd'hui il perd 2 minutes 10, ce qui est vraiment pas top, et puis c'est dommageable hein, parce que lui il avait fait un bon chrono par équipe, donc ça veut dire que les jambes devaient être plutôt pas mal hein, du côté de Ben O'Connor avec ce chrono par équipe. Là aujourd'hui ça a été beaucoup plus compliqué pour lui, lâché très loin de l'arrivée hein, parce que c'est vrai que il est lâché je pense à au moins 10 km, un truc comme ça hein. Je pense que déjà dans l'avant-dernière côte il est plus dans le groupe de devant, où il a été complètement lâché, Ben O'Connor. C'est dommage pour l'Australien, mais là aussi, hein, peut-être pas totalement habitué à ces conditions froides. C'est vrai qu'on était quand même loin des conditions qu'on peut retrouver en Australie. Hein. À des moments, il faisait 2-3 degrés à peine, même s'il a couru pendant quelques années chez AG2R, où il faisait pas très chaud. Je pense du côté de Chambéry, et au niveau peut-être de certains stages, mais... ouais, là, je pense qu'il a eu du mal à gérer les conditions climatiques qui étaient extrêmement fraîches. Du côté de Ben O'Connor, et pour l'instant, c'est un début de saison plutôt calme hein, par rapport à l'an dernier où il avait gagné sur le UAE Tour une étape. C'est vrai que là, il a seulement 43 points hein, de marqué au classement UCI. Alors, il n'a fait que 2 courses. Hein. Le Tour de la Communauté de Valence où il a fini à la 10e place du général. Et puis là, donc, ce Paris-Nice. Mais c'est pas toujours facile hein, de redémarrer après une belle saison, et il a fait une très belle saison l'an dernier. C'est pas toujours facile de relancer la machine, et j'ai un peu l'impression que c'est ça le problème de Ben O'Connor, c'est que la machine a du mal à redémarrer, et que ça parfois ça peut engendrer des saisons un peu compliquées. Ça serait dommageable hein, pour lui, parce que l'an dernier c'était vraiment très bien, mais là sur la première partie de saison pour le moment c'est pas incroyable. Alors est-ce que les conditions climatiques ont joué également en sa défaveur? Ça c'est quand même une grande question qu'on peut se poser. Puis je termine rapidement avec Stef Kras. Ah, c'est dommage hein, pour le coureur de la Total Energy. Encore un abandon pour Stef Kras. Lâché, malade. Enfin malade, pas en forme, hein, Stef Kras. Jordan Jegat fait 20e aujourd'hui de l'étape, mais oui, Stef Kras, ça reste un coureur toujours très intéressant, qui peut toujours faire top 10, top 15 sur ce type de course, donc amener des points UCI. Et là, bah oui, on est passé un petit peu à côté, du côté de Stef Kras, abandon. Là, c'est pas à cause d'une chute, il semblerait, il était lâché. J'espère que c'est pas une chute, parce que Stef Kras, les chutes, il a quand même beaucoup pris aussi. Mais là, il semblerait qu'il ait attrapé froid, hein, tout simplement, qu'il était en hypothermie. Il semblerait que, ce que disait Thomas Vauclair, c'est qu'à un moment, il y avait 2 coureurs de la Total Energy qui essayaient de lui mettre ses gants. Il n'arrivait même plus à mettre les gants. Donc, ouais, dans ces conditions-là, c'est sûr que c'est difficile de redémarrer. En fait, il semblerait qu'il ait été lâché quasiment d'entrée, c'est-à-dire que dès que la course est repartie, il a été lâché, et après, c'est soit tu arrives à te dépasser dans la tête en te disant bon bah ouais, je peux plus rien jouer général, mais je me bats quand même pour l'équipe, et je me bats pour pourquoi pas aller faire quelque chose dans 2 ou 3 jours, notamment sur l'étape de Nice. Soit tu lâches complètement, et puis après faut mieux abandonner que finir quasiment hors délai et se retrouver dans une étape où t'es pas et tomber ou de faire une erreur. Donc voilà, Stef Kras il a préféré abandonner, mais c'est quand même un coureur qui abandonne très souvent. Ça c'est un peu dommageable hein, pour lui, parce que c'est vrai qu'un coureur qui abandonne peut-être 2 courses sur 3, une course sur 3 ou une course sur 4, ça donne pas vraiment envie de le recruter.
Et c'est peut-être un peu le souci de Stef Kras aujourd'hui, parce qu'il pourrait aller dans des équipes un peu plus importantes, le Belge. Mais c'est sûr que si on se dit que toutes les 3 courses, grosso modo, ou 4 courses, il abandonne, c'est vrai que ça fait peut-être pas forcément rêver. Et puis bon, pour la Total Energy, le général, ça risque d'être compliqué parce que Jordan Jegat, c'est pas incroyable non plus. Jegat, il doit être 25e voilà, au général, donc c'est pas exceptionnel. Et Gachignard, 35, lui, il va, je pense, essayer de récupérer le maillot à poids. Enfin, il y aura une bagarre au niveau du maillot à poids avec lui et Alexandre Delettre, qui est un peu au repos aujourd'hui. Enfin, repos, c'est vite dit, hein, vu les conditions climatiques sur cette étape. Mais oui, grosse difficulté sur cette journée du côté de la Total Energy. Donc, ouais, ça n'a pas été évident du tout. Donc, journée difficile, voilà, pour cette formation. On va regarder tout de suite les différents classements, et notamment le classement de cette étape. Victoire, donc, aujourd'hui de Jean Almeida, qui s'impose devant Vingegaard, Skelmose, Martinez, Lipovitz, qui prend la 5e place. Bien aussi, Lipovitz. Jorgensen, McNulty, Terrada, qu'on n'a pas vu, Terrada beaucoup, mais qui finit même devant Champoussin. Et puis Arensman, du côté du classement général. Vingegaard reste, passe en tête devant Jorgensen. Skelmose, 3e devant Lipovitz, Almeida. Bon, on voit que du côté du maillot blanc, il va y avoir un gros combat. Arensman, McNulty, Foss, Martinez et Castrillo. 10e du côté du maillot du meilleur sprinter, c'est Tim Merlier qui est en tête devant Demar Zinglé et Timo Kelish. Le classement de la montagne est dominé par Almeida devant Gachignard et Alexandre Delettre. Vous voyez également du côté du maillot blanc, là c'est extrêmement serré entre Skelmose, Lipovitz, Martinez, Castrillo, même Van Wilder est encore à moins d'1 minute. Donc on va avoir une sacrée bagarre entre Sousse et Koura. Et puis du côté du classement par équipe, Ineos en tête devant Movistar, UAE, la Visma, Red Bull et la Bahreïn qui clôturent ce classement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rager un commentaire, à mettre un pouce bleu. Nous, on se retrouve tout à l'heure pour Tirreno Adriatico. On aura encore des choses à dire. Et puis demain matin, 7h pour la présentation de l'étape. Allez, ciao du côté de l'Amérique Production.